seul. Lukaku qui donne. De Bruyne récupère. Il y a de nouveau un mur blanc. De Bruyne frappe, c'est goal. Chaque lundi de 20 à 22h, on s'en fout sur Air Live. On est de retour et on va donc parler d'Arsenal. Arsenal qui ne tourne pas bien, 5e en première ligue, mais déjà 6 points de la 4e place. Ce n'est pas aussi grave qu'à Man U ou à Tottenham, mais ça n'avance pas beaucoup du côté des Gunners qui ont fait de nouveau match nul un partout ce week-end face à Wolverhampton. Entre les cas, la gestion des cas Özil, Pepe et le capitaine Xhaka qui a décidé d'insulter ses propres fans, ça ne va pas beaucoup du côté du nord de Londres. Question simple, est-ce que Emery doit passer la main? Pour la donner à qui? Chaque chose en son temps. Est-ce que Emery est l'homme encore de la situation? Ça dépend s'il a encore son vestiaire avec lui ou pas. Ouais, exact. Je sais pas du tout comment ça se passe à ce niveau-là. Je connais pas trop les internes du club, mais si son vestiaire l'a lâché, c'est ça. Et apparemment, il y a quelques problèmes de compréhension de consignes, notamment à cause de ses lacunes d'anglais. Il y a à une autre échelle, ça ressemble vaguement à ce qui s'était passé au PSG où il y a de l'espoir, il y a un bon coach, tacticien qui sait mener ses hommes, et là il y a les lacunes d'anglais, c'était des lacunes de français du côté de Paris, et en dehors de ça c'est dans le jeu des choix qui interpellent certains. Özil qui était pas là, on ne sait pas pourquoi de tout le début de saison, tout d'un coup il réapparaît comme par magie, et on fait jouer pour ce week-end. Intéressant dans les deux matchs qu'il a joué. Et ce week-end, pour la première fois de la saison, on a Özil, Aubameyang, Lacazette. Et pas Pepe. Mais les Pepe qui ne convainc personne depuis son arrivée, j'ai envie de dire. Ouais, mais la semaine passée, il avait joué en Europa League, il a marqué 2 buts. Sauf son club en Europa League. On attendait que peut-être que ça le booste enfin. Non, et c'est donc pour des supporters des œils extérieurs qui ne sont pas là à l'entraînement toute la semaine, se disent pourquoi il n'y a pas Pepe à ce moment-là, pourquoi Özil n'était pas. Enfin, Emery, c'est des choix aussi qui interpellent et qui se contredisent par moment. Est-ce que c'est l'homme de la situation, un coach qui gère qui est là depuis un moment? Moi, j'ai toujours tendance à penser que c'est aussi lui qui peut relever tout ça, mais si le vestiaire l'a lâché, comme évoquait Mariano, ça se sentirait pas bon du tout. C'est toujours le choix le plus simple de virer le coach, mais après, est-ce que t'as mieux derrière? C'est ça le problème. Il y a toujours. Vous avez l'air d'avoir envie de parler du coach derrière, donc on va parler du coach derrière. On en parlera évidemment aussi tout à l'heure pour le cas du Bayern Munich. Bon, plusieurs noms sont étant évoqués. Le premier, c'est assez surprenant, je n'y croyais pas une semaine. José Mourinho, qui aurait, selon un média anglais, déjeuné avec Raoul, le directeur sportif d'Arsenal. Alors qu'on se serait pas trop mal passé, avec une bonne entente, un bon feeling. Mourinho, Arsenal, c'est pas le truc le plus insensé quand même. Il en a marre de la Champions League, je pense qu'il veut arrêter de la jouer, c'est pour ça. Nathan, si tu nous écoutes. Pardon, tu vas couper mon micro. Non, mais pourquoi pas, il a fait tous les clubs anglais, donc ouais. Mais je le vois pas du tout à Arsenal, surtout c'est pas du tout sa philosophie. La philosophie d'Arsenal. En termes de jeu, c'est pas c'est ça colle pas du tout à Mourinho, donc. Ça serait vilain quoi. L'emblème, il représente Chelsea quand même. Tu pars à Arsenal. Après, on est dans une ère où Sarri, qui était à Naples, qui chiait comme pas possible sur la Juve et qui finit par entraîner la Juve. Puel à l'OL qui finit par entraîner Saint-Etienne. Mourinho qui viendrait à Arsenal. Est-ce que les supporters le voudraient ou... mais quand t'as le jeu déployé par Wenger depuis tant d'années qui était là, même si les résultats suivaient pas, tu te faisais plaisir en voyant du football. C'est le paradoxe du foot où tu vois ça et d'un moment, mais ça se trouve Mourinho va arriver, t'auras un jeu de merde et des résultats parce qu'à Man U ça l'a pas fait, mais ça reste Mourinho, faut l'admettre, un grand coach. Tous les joueurs qui ont été coachés par lui l'encens de son côté, et c'est peut-être ça qui manque à Arsenal, du caractère, d'un mec qui gueule plus qu'autre chose, qui choisit son capitaine. Tu vois, Emery, pour choisir un capitaine, il avait fait un vote
Donc à partir du moment où toi-même tu dis pas c'est lui qu'il nous faut, non je ne sais pas, je vais faire voter mes joueurs, qui voulez-vous voir comme capitaine. Qui prennent la température, moi je trouve... Bon. Bah il y a prendre la température, il y a désigner quelques joueurs cadres, il y a choisir soi-même son capitaine. Ça c'est je trouve un truc qui... J'avais jamais vu ça avant de lire ça de la part d'Emery. Mais je pense pas qu'il a pris les 5 premiers aveuglément et qu'il a suivi. Oui, bien sûr. Voilà. Mais Mourinho à Arsenal, est-ce que ce serait même naturel? Est-ce que lui-même, est-ce que c'est une histoire de, il y a un banc qui se libère, ça fait un moment que j'attends. Lui, il rêve d'un banc et je pense que d'après certains médias, lui, il dirait pas non. Après, on en parlera tout à l'heure, mais évidemment qu'il est aussi appelé. Peut-être à remplacer Kovac au Bayern. Il fait partie des prétendants en tout cas. Puis même, je sais pas, des supporters, il a tellement critiqué Wenger, il a tellement... Moi je le veux pas. J'ai du mal. Le prendre lui pour... Moi j'ai dit, j'en ai parlé avec Jérôme, l'ancien animateur, moi je veux Laurent Blanc. Ça paraît bizarre, on n'en parle jamais, mais il amène du jeu. C'est le jeu de Blanc, c'est ça, et... Quand t'as Blanc à Arsenal, mais si Blanc vient en première ligue, moi je pense qu'il viendra à Man U, dans son ancien club, où je pense qu'il y a... Bon, c'est il y a tellement longtemps que c'est pas scandaleux. Il y a tellement longtemps, il y a quelques contacts qui restent toujours et c'est plus facile d'aller dans une maison que tu connais, dans un stade que tu connais. Et les supporters qui étaient là derrière Laurent Blanc, ils sont peut-être toujours là. Donc, enfin, c'est différent, mais c'est vrai que ça collerait parfaitement au jeu d'Arsenal, enfin un jeu de possession, un jeu de... Parce que là, vous dire que cette année, au-delà des résultats qui sont, on va dire, moyens, en championnat, sur je pense les 11 matchs, il y a genre 8 matchs où Arsenal a beaucoup moins de tirs le week-end passé qu'on Wolverhampton. 10 tirs, 25 pour Wolverhampton, ils ont fait le record. Je pense que c'était contre Watford, genre 38 tirs de Watford, un truc comme ça. Record historique de première ligue. Mais c'est pas Arsenal, c'est Watford contre Arsenal. Pas mal. Donc, défensivement, ça reste un record. Oui, ça merci beaucoup. Mais le jeu, c'est une catastrophe. Il n'y a pas d'idée en fait. Comme tu disais par rapport à Özil, il tente, non, oui, non. Il y a de l'envie ou on sent que le vestiaire l'a lâché? Je pense qu'il y a j'ai pas vu, honnêtement, j'ai pas vu le match. La réaction de la Chaka, c'est qu'il est frustré de réactions telles quelles, alors que les mecs, je pense qu'ils se donnent et ils y arrivent pas. C'est aussi évidemment plus que l'envie, et après ça marche pas. Enfin, tu vois, l'histoire de Chaka, c'est symptomatique aussi de ce qui se passe, quoi. Bien sûr. C'est déjà arrivé une seule fois avec un joueur d'Arsenal se clash autant et une réaction quelconque. Derrière, t'as la lettre. Hein, c'est pas le jeune gamin de 19 ans. Puis t'as la lettre derrière, il s'excuse, il te dit non mais vous comprenez, on insulte ma femme, on insulte mon fils. Donc il y a eu je pense lui a mis une importance sur des messages qui n'en valent pas la peine. Et si tout ça déclenche le départ d'Emery et un Mourinho qui débarquerait pas en milieu de saison, mais presque en milieu de début de saison, Mourinho le mec ne lance pratiquement jamais un jeune, il veut gagner tous ses matchs, et Arsenal c'est une équipe qui lance un paquet de jeunes qui en développe. Mais surtout depuis cette année, avec l'Europa League, il y a beaucoup de jeunes qui jouent, qui poussent. Saka, Willock, Martinelli notamment. Bon, c'est vrai que ce n'est pas dans les habitudes de Mourinho. Après, il rentre en milieu de saison. C'est pas comme si il était là pour le mercato où il peut faire ce qu'il veut. Là, il n'a pas le choix. Il doit faire avec le matériel qu'il a. Et quoi qu'on en pense, le mercato d'hiver, il va pas pouvoir acheter pour 400 millions d'euros. Ça marche pas comme ça. Bon. On verra surtout parce que samedi, Arsenal joue à Leicester 3e. Arsenal pourrait donc revenir soit à 3 points, soit être à 9 points, ce qui, on ne dit pas serait rédhibitoire, mais presque. Tu penses que c'est le dernier match? Je pense que si Emery, honnêtement, jeudi, ils vont jouer au Portugal à Guimarães, mais ce match n'aura pas beaucoup d'importance, surtout s'ils le gagnent. Mais s'ils perdent à Leicester... Tu perds à Leicester, Liverpool s'impose. Après 12 matchs, t'es à 17 points du leader. Là où Arsenal, cette année, il va pas viser le titre, mais c'est un club qui je pense, sur le pas court, mais sur le moyen terme, cherche un titre avant les années 2030. Mais tu serais déjà à 6 points, à 9 points de la 4e place si Chelsea l'emporte. 12 matchs. Mais 17 points du leader, c'est... Non, pour moi, moi je pense qu'on
il y a moyen qu'on se prenne vraiment une tôle à Leicester. Non, Moi, je pense. Je Franchement, il n'y a plus rien. Ce qui n'avance pas. Emery fait pas les bons choix. Il continue à mettre Louis et Socrates. C'est deux chèvres. C'est possible. Ça marche pas. Une tôle, je sais pas. Non, moi je vois un 4-1. Mais non. Si, franchement, j'espère me tromper. Arsenal, c'est comme on parlait de Man U la dernière fois sur les grands matchs, sur les matchs plus importants que d'autres. Sur les 5 derniers matchs championnats, ils en ont gagné un. Mais tu regardes, c'est les spécialistes C'était 1-0 contre de Bournemouth à merder contre domicile. Wolves, contre les Wolverhampton, contre Crystal Palace, contre Sheffield. Smooth, tu gagnes difficilement à 0, mais à Man U, tu prends un point à Man U, tu prends un point à Man U qui est 10ème, Tottenham qui est 11ème, allez quoi. Oui, mais en dehors du classement, ces clubs-là, et là quand tu joues. J'espère me tromper. Tu joues à Leicester, très peu. Après, franchement, ils vont pas se faire rouler dessus par Leicester, non. Même s'ils sont en grande forme, c'est très très indécis pour moi. Oui, non. Moi, je pense que ça va être une catastrophe, mais bon, je vais peut-être être surpris. Arsenal est capable de tout, je sais très bien. J'ai toujours dit à ceux qui faisaient des paris sportifs, ne pariez jamais sur Arsenal. Je sais très bien quand ils ont joué à Liverpool, au final ils ont pris 3-1. Je savais qu'ils pouvaient gagner ce match, ils pouvaient très bien en prendre 6. Dernier match, ils prennent 3-0 à Leicester, mais ils prennent un rouge à la 35e. Ouais, Leicester n'est plus le même Leicester de l'année passée. Depuis l'arrivée de Brendan Rodgers, c'est de Pratt. Ils sont invaincus depuis avril chez eux. De Pratt. Et de Denis Pratt. Une victoire c'est compliqué, mais ils vont pas prendre une valise à Leicester, ça m'étonnerait. On va faire ça donc. On verra bien. Ce week-end, juste après une petite pause, il y a le focus de Mariano. Je ne sais absolument pas sur quoi. Petit teasing. De la chronique. Pas de teasing du tout. Jamais teasing. Allez, à tout de suite. On s'en fout sur Air Light. Vas-y, Marie. Donc je rappelle encore une fois le principe de ma chronique qui est à savoir de faire découvrir un joueur méconnu, connu ou moins connu. Donc vous m'avez énormément déçu il y a 2 semaines quand vous n'avez pas trouvé ma vedette qui est Sébastien Abreu et vous l'avez pas trouvé, donc je suis très déçu. Aujourd'hui j'ai pris un joueur un petit peu plus connu vu que j'ai dû revoir mes ambitions à la hausse avec cette équipe dont on s'en fout. Mais bon, c'est pas grave. Non, allez, vous avez trouvé aujourd'hui. Quel culot. Alors, c'est un ancien joueur anglais. Joueur de quoi? Anglais. À la retraite. À la retraite à 39 ans. Mais il a pris sa retraite en 2013. Raphaël. C'est moi ça? Je pense. Ah merde, vas-y, continue. Donc, c'est un attaquant ambidextre. C'est un supporter d'Everton. Mais il a joué à Liverpool. Peter Crouch. Non. Il a joué dans 5 équipes, dont... Tu dois pas chuchoter, tu peux dire la réponse honnêtement. D'accord. Pour y aller un point. Si t'y crois. Il a joué dans 5 équipes, dont 2 grosses écuries anglaises et une espagnole. Un petit indice, il joue en blanc et joue à Madrid. Il est actuellement jockey. Non, les 2 indices, j'ai pas compris là juste avant. Il a joué dans une... En gros, il a joué au Real. Ouais. Ah, pardon. Et dans 2 grosses équipes anglaises, dont Liverpool, je l'ai dit avant. Okay. Il est actuellement jockey. Personnellement, je ne le savais pas du tout. Donc il est petit, ça veut dire. Il a joué. Owen. Michael Owen. Quand tu m'as dit Real, j'y ai pensé en plus. Bien joué, patron. Mais il est si jeune. Je pensais qu'il était plus vieux. Il était si jeune à 20 ans. Justement, en 2000, il avait 20 ans et il a gagné le Ballon d'Or en 2001 à 21 ans. 21 ans, ouais. Et c'est quand t'as dit Real, je me suis dit après j'avais Owen en tête, je me suis dit j'ai cherché quelqu'un d'autre. Le patron était plus rapide. Il est plus rapide. En plus, on en avait parlé il y a 2 semaines. C'est toi qui en avais parlé d'ailleurs. Ouais, bien sûr. Quand on faisait les Ballons d'Or, j'avais parlé d'Owen quoi. C'est là que j'y ai pensé justement. Exact. Donc Michael Owen est le fils d'un ancien joueur de foot aussi, Terry Owen, ayant évolué au Chester City Football Club. C'est là que le petit Michael fera ses débuts. Michael Owen était considéré comme un talent précoce. Ça lui aura permis de rejoindre justement les équipes de jeunes de Liverpool en 1995. Chez les jeunes Reds, il battra un record, celui du plus grand nombre de buts inscrits en FA Youth Club avec 11 buts en 5 matchs. Ça permettra au club de la Mercie de remporter ce titre pour la première fois de son histoire. 1 an plus tard, il signe naturellement un contrat pro de 6 ans quand même. Et il signe sa meilleure année en 2001 où justement il a gagné le Ballon d'Or, mais il empoche ici la League Cup, la FA Cup en marquant 2 fois en finale et la Coupe UEFA. Et c'est donc le plus jeune vainqueur du Ballon d'Or comme on l'a précisé tout à l'heure.
Ce record est co-détenu avec un Portugais pas très connu. Cristiano Ronaldo, si on écoute, on te salue. Meilleur joueur du monde. Après un passage raté du côté du Real, en 2004, qu'il a quand même acheté pour 12 millions d'euros, où il n'a pas réussi à s'imposer dans l'attaque madrilène composée de, entre autres, Ronaldo et Raúl, Owen retourne en Angleterre et plus précisément à Newcastle. Transfert record, il ne réussit pas à s'imposer à cause de nombreuses blessures. Il signe gratuitement en 2009 à Man U, qui lui confie le mythique numéro 7. Mais de nouveau victime de blessures, il arrive malgré tout à marquer des buts importants et remporte même la Premier League en 2011. Comme toutes les stars passées par Man U, désolé Louis, même si tu es absent. Son aventure s'arrête précipitamment en 2012 où il s'engage à Stoke. Un an après avoir partagé de multiples lits d'hôpital avec Thomas Vermaelen, il mettra un terme à sa carrière pour devenir agent de joueur. En équipe nationale, il a marqué 40 buts en 89 matchs, ce qui est pas mal, ce qui est un très bon ratio. Il est le plus jeune joueur international anglais du siècle et on retiendra, ou pas pour ma part, son magnifique but en Coupe du Monde en 98 qui éliminera l'Argentine. On retiendra moins sa rupture de ligament. Sa rupture de ligament à la toute première minute du tout premier match de l'Angleterre en 2006, marquant ainsi son dernier match en Coupe du Monde étant donné qu'il s'est blessé avant la Coupe du Monde 2010. Mais bon, au moins il n'aura pas fait le trajet en Afrique du Sud pour rien. Et c'est tout pour moi. Merci Mariano. Pour ça, au moins, il a économisé des vacances, on va dire comme ça. Exactement. Après une petite pause, on va parler du Bayern Munich notamment, petit tour d'Europe rapide, express, et après le Bayern Munich, est-ce qu'il fallait le virer et qui surtout va le remplacer? Plusieurs noms sortent dans la presse, mais c'est la décision qu'on attendra dans les prochains jours. Reste avec nous, on est ensemble jusqu'à 22h. Qu'ont fait les grands clubs ce week-end, vous saurez tout. Après notre tour d'Europe. En Italie, la course au titre bat toujours son plein. La Juventus s'est imposée 0-1 dans le derby de Turin grâce à un but tardif de Matthijs de Ligt. De son côté, l'Inter remercie Romelu Lukaku, auteur d'un doublé pour s'imposer in extremis 1-2 à Bologne. Les interistes restent deuxième à 1 point de la vieille dame. Sans faire de bruit, la Roma poursuit sa lancée en s'imposant 2-1 face à Naples. Les Romains sont maintenant 3e alors que Naples chute à la 7e place. On notera également la belle victoire de la Lazio au Milan AC 1-2. En Espagne, 3 équipes se partagent désormais la tête. Battu 3-1 à Levante, le Barça est rejoint par le Real malgré son 0-0 face au Betis Séville et la Real Sociedad qui est allée s'imposer 1-2 à Grenade. 13e, Valence n'a que 5 points de retard sur la tête, ce qui montre bien l'équilibre des forces pour l'instant en Ligue 1. Chez nos voisins français, le PSG s'est incliné 2-1 à Lyon, mais garde 7 points d'avance en championnat. C'est la première fois de l'ère qatari que les Parisiens perdent aussi rapidement 3 matchs en Ligue 1. 2 chocs intéressants étaient au programme de la 12e journée. Marseille s'est imposé 2-1 face à Lille et Saint-Étienne a battu Monaco 1-0. Du côté de Lyon, les Gaunes se sont encore remis à Memphis Depay pour s'imposer 2-3 à Toulouse. C'est très serré, l'intouchable leader parisien. 14 équipes se tiennent en 5 petits points. En Bundesliga, le leader Mönchengladbach conforte son leadership en s'imposant 1-2 à Leverkusen. A noter également les belles victoires de Dortmund 3-0 contre Wolfsburg et de Leipzig 8-0 face à Mayence. Le Bayern quitte le podium et se retrouve 4e après sa défaite à Francfort 5-1, un match qui a coûté le poste de l'entraîneur Niko Kovac. Retrouvez On s'en fout tous les lundis de 20h à 22h sur Airline. Et on va donc parler justement du Bayern Munich. Niko Kovac démis de ses fonctions ce week-end après une véritable humiliation. 5-1 à Francfort. Est-ce qu'il y avait un autre choix possible? Vu les prestations du Bayern ces dernières semaines, en fait, chaque fois qu'un entraîneur s'en va, c'est pas que le Bayern joue mal. Le Bayern joue toujours bien au foot, mais les résultats sont pas aussi réguliers qu'il 18 sur 30 ans seulement. C'est ça, c'est pas la machine qu'elle est censée être, la machine à gagner. Et après, il y a rien de plus simple que de se séparer de Kovac après une claque 5-1 alors qu'il était quand même dans la tourmente depuis quelques mois déjà. Déjà l'année passée, c'était limite l'élimination en Champions League et derrière même en Bundesliga c'était poussif en début de saison. Il est passé très près de la sortie, au final il s'en est sorti. Mais... Et là je vois niveau points ils sont pas largués, ils sont à 4 points des premiers, mais je pense que c'est... Oui, mais normalement il est au moins à 25 sur 30. C'est ultra serré, heureusement pour aussi, il peut y avoir spectacle, c'est chouette,
Mais après, c'est pas digne du Bayern, entre guillemets, d'être 4ème à 10 journées du championnat. Parce que tu regardes, tu te dis, ils sont qu'à 4 points de la tête, mais ils ont aussi qu'un point d'avance sur le 9ème. Donc on peut prendre la chose dans les deux sens. En Ligue des Champions non plus, bon, mis à part le 7-1 face à Tottenham, qui était un petit peu... Et puis Kovac... Oui, et puis, j'ai sous les yeux quelques déclarations, mais il disait que il est arrivé au moment où c'est la bonne décision pour le club. Les résultats n'ont pas été bons ces derniers temps. Et il y a son frère qui est son adjoint en plus, donc il quitte aussi le staff. Et qu'est-ce que j'avais vu? Oui, le président Karl-Heinz Rummenigge qui disait il y a 1 an et demi avant l'arrivée de Kovac: j'attends désormais une réaction positive et un engagement total de la part de l'équipe afin que nous atteignions nos objectifs cette saison. Il a répété la même phrase mot pour mot cette année, donc est-ce qu'il a fait exprès ou pas? Ouais. C'est Depuis le départ de Guardiola. Exact. C'était le départ d'Ancelotti à ce moment-là. Oui, non, mais depuis le départ de Guardiola, ça va moins bien. Ouais, exactement. Bah, ça va moins bien, c'est qu'il n'y a pas de Ligue des Champions, quoi, tout simplement, depuis il y a même plus de demi. Il n'y a pas de demi du tout depuis. Guardiola a fait des demi. Donc il a fait 3 demi en 3 ans, quelque chose comme ça. Mais depuis, plus. Il y a eu les défaites un peu scandaleuses parfois face au Real. Il y a eu une émission, il me semble, face à la Juve. Et l'année passée, c'était face... City. City, ouais. Bah, oui. City? C'était City. Liverpool, je pense. Liverpool. Ouais, Liverpool. Il me semble que c'était 0-0 à Anfield, et puis que Liverpool a gagné 0-2. 3-1 en retour. 3-1 là-bas. Ouais, en tout cas, le Bayern a perdu à domicile au match retour. Après, même s'il jouait moins ces dernières années, perdre Robben et Ribéry, ça fait quand même des poids lourds en moins dans ton vestiaire, et ça fait des leaders en moins aussi. Rafinha aussi qui est parti. Donc il faut un peu se reconstruire à ce niveau-là, même si il se faisait vieux et qu'il jouait moins, mais il faut quand même réussir à les remplacer. Même si ils ont quand même pas mal de leaders comme Müller, Boateng, Neuer. Müller, il joue plus. Il joue plus, mais il est dans le noyau. Oui, d'accord, mais bon, tu sais très bien que si tu joues plus, et c'est pas qu'il a 45 ans et qu'il ne sait plus, c'est qu'il est plus au niveau, selon en tout cas le coach. C'est difficile d'être leader quand même dans ces conditions-là. Non, c'est sûr. Bon, la question maintenant est de savoir qui, pour le remplacer. Plusieurs noms circulent évidemment, les habituels, ceux qui sont sur la touche pour l'instant: Allegri, Mourinho, Wenger évidemment. Il y a aussi un nom qui sort, c'est Erik ten Hag, l'entraîneur de l'Ajax. Pourquoi pas? Le directeur de l'Ajax avait dit qu'il pourrait le laisser partir en cas de belle offre. Le Bayern évidemment une belle offre. Est-ce que c'est la meilleure solution? Et je pense qu'après, Allegri, pourquoi pas? Allegri, d'après Sky, c'est mort. C'est mort. Tous ces coachs-là, c'est une bonne solution en soi. Faut qu'ils trouvent un coach avec qui ils s'entendront, avec qui la direction s'entendra. Parce que Kovac, comme Ancelotti et Guardiola, je pense aussi, il y a souvent des confrontations, des conflits de choix de joueurs. Kovac avait demandé, j'ai plus les noms en tête, mais pas mal de joueurs qu'il a jamais eu cet été. Il s'est retrouvé Pavard et Hernandez, même si moi je cautionne, je dis que c'est bon, mais lui n'en voulait pas. Et donc faut trouver quelqu'un qui fera, comme tous le font, le triplé dans tous les cas, championnat, super coupe nationale, ce qu'il avait fait Kovac, c'est pas non plus rien. Oui, bien sûr. Mais en totale adéquation avec toutes les idées du club, et qui, en fait, c'est ce qui provoque la chute ce qui a provoqué la chute, le départ d'Ancelotti et de Kovac, c'est aussi les conflits, quoi, qu'il y a avec une présidence ultra exigeante. On retrouve Wenger sur un banc prestigieux. Wenger, c'est la sagesse, est-ce qu'il a envie? Ce serait beau, moi je cautionnerais. Il propose le Bayern, il va y aller, je pense, quand même. Franchement, le Bayern. Ouais, non, c'est pas bien, mais après tant d'années à coacher. Je pense qu'il a faim de coach. Il est pas si vieux. Merde, comment il s'appelait? L'ancien du Bayern, qui est Heynckes. Ah oui. Heynckes, il était vieux, quoi, quand il coachait. Donc Wenger, le Bayern n'a pas de problème d'âge là-dessus, je pense. Oh, non, ça va aller. Ce serait beau, clairement. Ce serait un beau choix. C'est un jeu qui est offensif, de possession qui marcherait totalement avec la Bundesliga et le Bayern, je pense, avec les joueurs qu'il a, de la rapidité sur les côtés, des jeunes, et une structure très 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 cadrée très rigoureux. Du Bayern, ouais, c'est ça. Mais je pense que Wenger l'est. Bon, aussi, il y a je sais plus. Il parle peut-être allemand, il est alsacien. Je pense qu'il parle allemand, Wenger. Il y a aussi ce petit côté
géographique qui peut compter. Et sinon, une surprise, j'ai entendu qu'il y avait peut-être un duo entre l'intérimaire actuel, je sais plus son nom, et Klose. Miroslav Klose. Oui. Qui serait coach. Lui n'a pas les diplômes. Mais il aura du crédit comme dans le même style que Compagnie Anderlecht. Je pense qu'il est quand même bien aimé là-bas. C'est le Bayern. C'est pas une super idée ça. Non, je dis pas. Pas convaincu par l'idée là. Non, c'est pas à la mode, mais de plus en plus des coachs non coachs qui n'ont pas les diplômes et qui sont donc il y a toujours, même si les deux s'entendent bien, un jour où il y en a un qui veut faire rentrer l'autre, Klose qui est pas d'accord, mais c'est qui le coach qui décide, tu vois. Il faut un leader. Quand il y en a deux, faut que le leader soit en même temps l'entraîneur, et même si sur le papier on va dire c'est Klose qui décide tout, l'autre il a les diplômes sur le banc, il sera là à tous les matchs, tu vois, il peut contester, je trouve c'est délicat. Enfin, ce problème-là, et en plus du fait que le Bayern c'est un club qui se doit d'avoir un entraîneur qui a des diplômes, qui fonctionne. Et Wenger, ça marcherait parfaitement. Blanc aussi, je sais pas s'il a été évoqué, Blanc, Bayern, mais j'ai pas entendu ce nom. J'avais pas nom. Il y a pas beaucoup. Et qui Ten Hag après, ce serait. Mais surtout donc, pour un nouveau cycle, un coach si jeune, Kovac ils l'ont tenté, ça a pas marché. Les noms qui sont Allegri qui apparemment sur Sky, bon ça c'est fiable. Donc. Oui, surtout Ten Hag, Mourinho, Wenger. Selon les autres, oui pour d'autres. Mourinho, ce serait Mourinho Bayern. Ça m'étonnerait qu'une seconde que les dirigeants bavarois aient pensé à Mourinho pour diriger leur équipe. Mourinho qui a commencé à apprendre l'allemand. Pas il y a une semaine, mais. Ouais. Je pense qu'il parle un paquet de langues. Oui, d'accord. Si pour apprendre l'allemand, c'est bien en plus. Donc l'allemand en plus, oui. Pourquoi pas. On verra. On aura peut-être la réponse d'ici la semaine prochaine, on espère. Parce qu'après, donc il y a encore des matchs ce week-end et après c'est la trêve internationale. Donc je pense que le Bayern voudra peut-être choisir son coach juste avant le début pour que le coach puisse quand même se préparer tranquillement. On verra donc ça la semaine prochaine en espérant que le Bayern ne nous déçoive pas et nommer son coach d'ici là. Une petite pause et juste après, Oscar va nous raconter encore une belle histoire de football. Est-ce qu'il y aura des morts de nouveau ? Une belle histoire avec quelques morts. Quelques morts. Pas que quelques. Éloigner les enfants. Du côté du continent africain. Et un peu plus récente cette fois-ci. Nous sommes au 21e siècle. Ouh, attention. C'était avec nous, on est attention. Certains s'en souviendront peut-être. Oula. Attention. Des meutes égyptiennes. Là, il y a du teasing. J'aime bien ça. On s'en fout sur Air Live. Et aujourd'hui, excusez-moi monsieur, dame, on va parler des émeutes du port de Saïd qui ont eu lieu dans un contexte particulier au début de l'année 2012, le 1er février plus exactement, et un an après la révolution égyptienne durant le printemps arabe qui a permis la chute de l'ancien président Hosni Moubarak le 25 février 2011. Donc deux clubs s'affrontent, celui d'Al Masry, situé à Port Saïd, souvent dans les 5 premières places ces dernières années, pour vous situer un peu le niveau sportif, mais qui n'a qu'une coupe d'Égypte à son palmarès, et le Al Ahly SC, club le plus populaire d'Égypte, basé au Caire, dans la capitale, et qui compte 41 titres nationaux, dont 19 des 25 derniers, ainsi que 8 Ligues des Champions africaines. Donc un club d'envergure importante qui se déplace. Arsenal, quoi. Merci. C'est ce que je n'osais pas dire. Qui se déplace chez ses compatriotes de Port Saïd. Et ses habitants de Port Saïd ne sont pas meilleurs amis avec la capitale, alors que 8 mois avant ce match, donc il y avait eu un déplacement des supporters d'Al Masry dans la capitale qui s'était conclu par des jets de pierre et des voitures brûlées. C'était juste après les émeutes de 2011. Et donc en ce 1er février 2012 a lieu l'accueil des supporters kérotes une première fois qui, selon certains faits que je vais vous relier, c'est un témoignage d'Omar, un supporter d'Al Ahly, et les ultras d'Al Ahly sont appelés les Alaouis. Donc il y aura certaines digressions. Et donc selon lui, ils sont accueillis avec des jets de pierre en sortant du train, jets de pierre qui sont faits pour créer un mouvement de foule, mais les ultras ne paniquent pas et vont au stade, ils prennent place dans les tribunes. La première mi-temps se déroule sous haute tension mais sans encombre. Ils mènent même, donc les visiteurs mènent même 1-0 à la pause durant laquelle les ultras
d'Al-Masri, les locaux, tentent une première fois d'envahir le parkage de leurs homologues adverses, mais sans succès. Et c'est donc à la fin du match que tout prend une autre ampleur. Dès le coup de sifflet final, les ultras locaux pénètrent sur la pelouse et s'en prennent aux joueurs, au staff. Certains joueurs sont escortés par des policiers sur le terrain. Donc on parle en plus du plus grand club national. Je pourrais pas faire de comparatif avec des clubs européens, mais ça a quand même son ampleur. Ces images à la télé sont de suite choquantes. Et une autre partie commence à jeter des pierres, des bouteilles, des fusées, des sièges, de tout ce qui leur tombe sous les mains pour tenter et pour finir d'envahir pour de bon la tribune des ultras alaouis. Et c'est le début d'affrontements violents donc et sanglants entre les deux parties. Les policiers eux ferment les yeux, il n'y a aucune réaction de l'autorité et le parkage visiteur sont tous entassés les kérottes et soudainement verrouillés. Les lumières du stade sont même éteintes vu que tout est à la télé. Ils éteignent le stade pour pas qu'on puisse voir ça. Et donc dans le noir, les ultras des deux équipes s'affrontent et c'est ceux d'Al Ali qui en font les frais. Ils sont piétinés pour la plupart par la foule des locaux. Ils subissent un grand nombre d'attaques au milieu de la pelouse donc, et comme dans les tribunes, beaucoup d'attaques au couteau. Donc on est dans quelque chose qui n'est pas vu en direct à la télé comme ça avait pu être le cas lors des affrontements entre le Dynamo et le Zagreb et le Red Star, l'étoile rouge de Belgrade dont je vous avais parlé il y a 2 semaines. Cette fois-ci c'est dans le noir, on sait pas ce qui se passe, même dans le stade. Et on a un premier témoignage, une vision horrifiée de Mohamed Aboutrika, une des plus grandes stars du foot égyptien qui joue à Al Ahly. Et qui, je cite, ce n'était pas du football mais une guerre, les gens mouraient sous nos yeux. Il ajoute même donc que les policiers, lui de ses propres yeux, n'ont rien fait pour les protéger. Et première parenthèse, on pourrait trouver une réponse au fait que les policiers n'aidaient pas, puisque les services de sécurité qui ont assuré que les policiers anti-émeutes étaient présents en nombre suffisant, mais qu'ils n'ont pas voulu s'interposer en raison de consignes données après les manifestations meurtrières du Caire fin 2011. Donc ce serait une consigne de ne pas s'interposer entre les supporters. Mais les responsables politiques ont au contraire dénoncé l'absence de sécurité entourant ces rencontres et accusé les militaires au pouvoir en Égypte depuis la chute de l'ancien président d'avoir permis, sinon provoqué cette tragédie qui aurait été calculée. Et pour certains, donc ces violences auraient été déclenchées volontairement pour punir les ultras d'Al Ahly. Donc ces ultras ont l'expérience des confrontations, ont de l'expérience dans ces confrontations. Le fait que ce soit un groupe ultra les a amenés à affronter depuis les années 2000, même avant, voire après, depuis des années les forces de l'ordre et pendant le printemps arabe. Leur expérience aurait servi au plus fort des journées révolutionnaires. Ils avaient notamment organisé la riposte à la charge des partisans de Moubarak, à dos de dromadaires et de chevaux le 2 février 2011. Ce qui s'est produit est une vengeance contre les ultras en raison de leur rôle joué lors de la révolution, avait déclaré Hamden Sabahi, un candidat à l'élection présidentielle de l'époque. Et donc le bilan de ces émeutes, 74 morts et plus d'un millier de blessés. Un bilan qui aurait été bien pire sans l'intervention d'un certain Youssouf Ahmed, un véritable héros qui part aux toilettes à un quart d'heure de la fin, se retrouve coincé en dehors du parkage et il perd la vie en forçant la porte qui lui retombe dessus, donc là où le parkage était verrouillé. Et permet donc aux autres de sortir et de se cacher. Les morts sont partout dans le stade à ce moment-là, jusqu'au vestiaire. Un supporter kérote rend même son dernier souffle dans les bras du légendaire Aboutrika que je citais tout à l'heure. Et Et donc dans la gare de Rames du Caire ensuite vers 1h du matin, il y a à peu près 2000 personnes qui attendent le train de Port Saïd pour ramener les premiers blessés qui arrivent. Là, les quais sont remplis et respirent l'angoisse, la colère. Beaucoup attendent des nouvelles sur leur téléphone en permanence. Et je m'y perds. Excusez-moi. Mais le train entre finalement en gare vers
vers 3h30 du matin, provoque des mouvements de foule pas possibles. Une haie d'honneur se crée à l'arrivée pour sortir tous les blessés, les survivants de ce drame, visage bandé. Ils sont portés en triomphe avec des chants jusqu'à l'hôpital même. Et tout cela entraînera évidemment un procès où en 2013 la justice égyptienne condamne à mort 21 personnes, condamne à mort j'ai envie de dire. Donc c'est la chaise ou la corde, je ne sais pas à ce moment-là. Un an plus tard quand même, pour ces événements-là, en majorité des ultras du groupe ultra d'Al-Masri, et deux policiers seulement prennent du ferme, tandis que les autres sont relâchés, tous libres comme l'air. Je vais pas m'éterniser sur ce qui se passe derrière parce que en fait c'est ce jugement là des 21 personnes condamnées à mort ont créé encore une fois des émeutes et des rassemblements, des événements dramatiques pas possibles à Port Saïd, donc un an plus tard en 2013. Et donc en parler, ça prendra un quart d'heure. Je me suis concentré plutôt sur ce match là. Et quand je vous disais que Ali a gagné tous les derniers championnats, depuis 2010, ils ont tout gagné sauf 2015 et 2012-2013. Parce qu'en 2012, le championnat a été suspendu à la suite de ce match. Et en 2013, ils l'ont réorganisé avant qu'il y ait encore des émeutes durant des matchs. Donc c'est 2 championnats de suite sans vainqueur. Donc moi j'ai découvert cette histoire qui pourtant a lieu en 2012, c'était il y a 7 ans, c'est pas si longtemps. Tu trouves comment cette histoire? C'est ça que je me demande en fait. Tu tapes mort, moi celle-là est assez connue. Non, elle a retenti dans le monde du foot parce qu'il y avait le printemps arabe, mais il se passait tellement de choses à ce moment-là. Non, pour comment les retrouver, le Dynamo Red Star et le Honduras, j'en avais entendu parler, donc là à ce moment-là je me suis renseigné. Mais celle-ci, je suis allé voir un peu ce qui se passe en fait entre le monde politique extra-sportif et le monde du football à certains moments de l'histoire où il y a pu y avoir des conflits, des guerres entre des pays. Je vais voir s'il y a eu un match de foot, c'est des petites recherches liées entre tout ça pour trouver ce qui a pu s'y passer. En espérant de trouver pour le futur. En fait, la plupart du temps, c'est des histoires tragiques qu'on associe à tout ça. Les gens attendent une belle histoire. Il va y avoir des belles histoires et c'est pas forcément autour des matchs de foot. En fait, on peut digresser vers plein de choses différentes. Tu as globalement carte blanche dans cette chronique. Mais pour l'instant, j'ai fait en sorte d'avoir. On a eu des sélections, on a eu en Amérique latine, on a eu des clubs en Europe de l'Est. Maintenant, encore des clubs, mais en Afrique. À voir ce qui s'est passé en Asie, peut-être. On sera pour la semaine prochaine. La semaine prochaine. Merci beaucoup, Oscar. On se retrouve dans quelques instants pour un moment un peu plus joyeux. Le quiz préparé par Mariano. On n'est que 2. Je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Entre nous, c'est les 2 meilleurs qui sont là. Hein. Et je m'inclus pas dedans du tout. Entre nous, mais il y a quand même Nathan qui nous écoute. Salut Nathan. Mais c'est vrai. Dernière nouvelle, c'est Nathan qui me l'apprend. Arsenal n'est pas en Ligue des Champions cette saison. Alors, il faut quelques minutes pour que je m'occupe de ça. Arsenal n'est pas en Ligue. C'est lui qui me dit c'est dur. Je l'apprends aussi en même temps que toi. Ouais, je sais pas si je pourrais continuer l'émission. C'est dur. Bon allez, à tout de suite. Jouez avec l'équipe d'On s'en fout pendant le quiz du lundi. Tu peux y aller. Donc le quiz du jour, vous devez me citer tous les gardiens champions du monde. Donc titulaire, remplaçant, je m'en fous. Dans l'effectif. Dans les 23. Dans les 23 gardiens champions du monde. Toute la liste là. Enfin, on va sortir le 3e gardien. Ouais, c'est ça, de 1950. Non, mais on a tout. Moi, je peux aller les Français pour l'instant. Je peux aller assez loin, ouais, t'inquiète. D'accord. Bon, on commence avec Oscar du coup. Hugo Lloris. Ouais. Ah oui, champion du monde seulement. Je partais sur autre chose. Ouais. Tu partais sur quoi toi? Dans ma tête, je partais de tous les gardiens qui ont fait une Coupe du Monde. T'as de la chance. Areola. Ouais. Hugo Lloris, Areola et Steve Mandanda. Ouais. Neuer. Ouais. Neuer. Qui il était? Non, on va partir. Gianluigi Buffon. Ouais. C'est la même chose. Dida. Ouais. Iker Casillas. Oui. Victor Valdés. Ouais.
Pepe Reina. Ouais, vous avez cité tout d'Espagne. Oui, ça va. Comment il s'appelait celui-là? L'autre grand gardien. Zidov. L'autre grand gardien mythique italien, comment il s'appelait? Ah oui. Non, c'est pas Zidov, mais c'est un truc comme ça. Bon, attends, 2006. Ah là 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 là. On va prendre de l'allemand, on va dire Ter Stegen. Allez, quand même. Non? Non, Je sais pas. c'est un échec. Fabien Barthez. Mais pourquoi j'étais pas pris? Je sais pas. Je sais pas ce que t'attendais. Et oui, Je sais pas. c'est une victoire pour Et Bernard Lama. aussi. Et le troisième? Et le troisième. Attends, Barthez, Lama et Il a le même prénom que le meilleur joueur du monde. Lionel Charbonnier. Voilà. Merci. Pas mal. J'avoue que j'ai été... Mais comment il s'appelle le gardien italien? Tu vois? En Italie, il y avait Perotti et Amelia. Je vois les gardiens du Milan. Il y avait Seni au Brésil, Seni. Weidenfeller et Ziller C'était Weidenfeller. ouais, en Allemagne. Comment il s'appelle ce gardien italien? Ça me rend fou. Je vois ce que tu veux dire. Gardien italien mythique, Zidov. Zidov, un truc comme ça. je sais aussi. Non, pas Zico. Non, je ne sais pas. Attends, je dois trouver. Italien. Dinosov. Voilà, il est dedans ou pas? Non. Ah bon, ça va alors, c'est pas grave. Attends, je check, mais a priori non. Non, parce que lui, Zoff. même en Italie, il y a un débat sur lui ou Buffon qui est le plus grand. Donc peut-être que je m'étais dit, bon, l'Italien en a 4, il y en a peut-être une pour lui, quoi. Ouais. C'est un échec monumental. C'est pas grave. T'as un deuxième ou pas? Si, il gagne la Coupe du Monde 82. Zoff. 82. Et, Oui, chaud. Dinozov, ouais. Ouais, le deuxième, on va rajouter déjà un point pour Oscar. On va conclure là-dessus. Il y avait Schumacher aussi. Oui, il y a deux fils à chambre. Ouais, il y en avait. moment. Non. Non, Schumacher, j'avais checké, il n'y avait pas. Ok. Non, il y avait. Qui on oublie de rien dire. Non, mais des connus, vous avez tous cité. Le Ballon d'Or, il y avait Claudio Taffarel en 94 au Brésil, mais c'est pas le plus connu. Il y avait Sepp Maier en Allemagne, Gordon Banks en Angleterre. Et Leschwin, il a jamais gagné. Non. J'avais un match, mais je sais pas si on l'a fait, donc je vais en prendre un autre. Et celui-là, je suis sûr qu'on l'a pas fait. Hop. Une petite seconde, je l'ai devant moi. Donc c'était à mes yeux le plus beau match de la dernière Coupe du Monde. Et c'est Portugal-Espagne. Donc vous devez me citer les joueurs qui sont montés, les joueurs qui ont participé à ce match. Le meilleur joueur du monde. Oui. Derrea. Oui. J'oublie déjà comment il s'appelle le gardien. C'est fou ça. Oula. Bon, je vais prendre plus simple. Iniesta. Oui. Piqué. Pourquoi c'est si dur? Ramos. Oui. Jordi Alba. Carvajal. Non. Non, je peux pas déjà perdre. Est-ce que je t'achève en disant Rui Patricio? Mais non, mais Oui, tu l'as achevé et nul. oui, tu as perdu. On peut En continuer plus, un petit peu. On peut en faire un troisième s'il faut. Hein. Non, mais en plus, au continuons, moment où t'as dit je peux t'acheter, je disais ok, bah c'est Rui Patricio, je vais le dire après. Putain, non mais Et Carvajal, c'est qui pas joue back droit? Nacho. Nacho. Ah ouais. Et il y a Oyarzabal non, dans la sélection. Rodrigo Zola, pardon. Putain. Ouais, mais. Je crois que Carvajal s'est blessé, non? Il s'est blessé en fin de saison la Non, dernière. il est dans les 23. Il est dans les 23, Il est banquette. Est-ce que Quaresma a joué? Sûrement. Hein. Attends, je vérifie. Ricardo. On a Bernardo Silva. Fonte peut-être? Vous allez trop vite. Là, Fonte. vous allez trop vite, vous allez trop... Fonte, oui. T'as dit quoi? Bernardo Silva. Oui. Il y a. Le mythique défenseur central portugais. Le Boucher. Pépé. Oui. Pépé est là. Qui on oublie en Espagne il y a Portugal, Diego vous en Costa avez- quand même, qui met Oui. ce but. David Silva? Le milieu du Portugal. vous Moutinho, oubliez. Les deux Neves. milieux. Moutinho, oui. Neves, non. Ok. Carvalho. Carvalho. Putain. Oui. Vous oubliez un bon milieu de terrain espagnol. Deux même. David Silva. Si, oui aussi. Il est là. Il y a. Inter. Barça. Il y a. Guedes. On a dit Xavi. Non, Xavi était pas là. Non, on a Non. dit Iniesta, pardon. Et. Busquets. Busquets, ouais. Busquets. Et Coquet.
Ok, là, d'accord. Isco. Ouais, patron, t'as déçu. Hein. Non, mais c'est parce que j'ai tout donné sur Michael Owen Torto, donc ça peut rien t'as faire. vraiment gagné quelque chose aujourd'hui. Bon. On va se quitter là-dessus. Tout de suite, d'ici une dizaine de minutes, 360 degrés. On se retrouve la semaine prochaine, évidemment. Grand débrief, notamment de Liverpool City, de la Ligue des Champions. On parlera des Diables Rouges et de l'équipe de France, vu que les matchs internationaux recommencent la semaine prochaine. Est-ce qu'il y a une petite dédicace à faire, là Oui. Je dédicace, petite dédicace à ma tante qui est venue d'Argentine et qui est actuellement en Belgique. Et je sais pas si elle écoute actuellement l'émission. Je sais qu'elle a écouté tout à l'heure. Et ma famille aussi, Nathan qui écoute, je vois ça ici. Et voilà. Quel Nathan parce que... Hertox. L'ancien Nathan. L'ancien Nathan. Je sais pas si on peut dire le nom de famille. Tu l'as montré au monde. C'est Nathan Hertox, vous allez voir ça. Oups. Et oui, non, dédicace à la famille qui écouterait à Bordeaux, à RM, à la Quiche, à la coloc Neufchâtel, Colonel Riel. Pas mal. À un paquet de monde qui font vivre Air Live, j'ai envie de dire. Merci à eux. Merci à tous ceux qui nous écoutent. Merci à Nathan On s'en fout qui nous écoute. Je prends une ample. Lequel? Airtox. Parce que Louis il doit être encore maïtique et l'autre Nathan je ne sais pas s'il nous écoute en replay on le salue. Je salue Rémi qui m'écoute, ma grand-mère évidemment qui m'écoute, je l'embrasse, et puis tous les auditeurs. On se retrouve donc la semaine prochaine en forme. J'espère qu'on sera un peu plus nombreux parce que là à 3 c'est un petit peu triste, on va pas se mentir. On se retrouve donc la semaine prochaine à 20h comme d'habitude. D'ici là, rendez-vous sur la page Facebook, et dès demain on aura 3 quarts de podcast parce qu'il y a un petit problème technique. Donc le début sur le racisme avec des champions il n'y a pas, mais promis il y a le reste sur tout ce qui était dit, notamment Arsenal qui va prendre un bouillon, tout ça, Wenger au Bayern, et évidemment la prestation intéressante de Oscar au quiz, la mienne plus désastreuse. Rendez-vous donc la semaine prochaine. Ciao ciao.